s'est produit un grand événement au Maroc. Nous sommes le 7 septembre 1997. Un baobab quittait l'Afrique, un monument disparaissait, un esprit éclairé, illuminé, rentré à sa patrie d'origine, au paradis, on le dit bien. Alors, il s'agit de Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. 20 ans après, que reste-t-il de son héritage? Beaucoup de surprises au cours de l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Nous avons rencontré un de ses anciens pilotes, Ilunga Mikanda, le commandant Pacha. Interview et témoignages inédits au cours de cette émission, mais aussi Mobutu lui-même qui parle de son parcours. Tout cela dans un commentaire avec un de ses fils biologiques, Mobutu Kitoko Zeitikoli. Bonjour. Bonjour monsieur Francis Atta. Bienvenue. J'ai commencé mes études primaires chez les pères de Scout. À Kinshasa, je devais continuer à Mbandaka chez les frères des écoles chrétiennes, quelques années chez les pères capucins à Molegbe, de nouveau retour à Mbandaka où j'ai fait des études secondaires et moyennes avant d'être engagé à l'armée. L'armée coloniale, la force publique de l'époque, en 1950, j'avais 19 ans et demi. Et pourquoi vous aviez choisi l'armée? Je n'ai pas choisi l'armée. Je ne suis pas un volontaire, j'étais plutôt un milicien. Et puis, j'ai été fait militaire dans des circonstances assez spéciales. Kinshasa, à l'époque, nous étions en 1950, en 1949, pardon, était considéré comme un lieu qui ne plaisait pas tellement aux curés de l'intérieur. Il était interdit aux élèves de certains instituts, même ceux qui avaient des parents ici, de ne pas venir parce qu'on se conduisait mal ici à Kinshasa. Sans avertir mes supérieurs, en décembre 49 à la Noël, je suis descendu à Kinshasa par bateau. Et un collègue qui est aujourd'hui commissaire d'État, on dirait chez vous ministre, m'a trahi chez les curés. À mon retour, j'ai été convoqué par le directeur de l'école pour me dire, eh bien, son infini de vous, une enveloppe, passer à l'armée. Voilà comment je suis devenu militaire. Y a-t-il un élément supplémentaire après cette interview pratiquement inédite de feu votre père? Naturellement, comme vous l'avez suivi, nous avons d'abord le fait que c'est fut un homme tout à fait ordinaire, au départ né d'une famille modeste et dans des conditions modestes. Vous savez, c'était à l'époque coloniale. Et à 8 ans, il perd son père. En la personne d'Alberic Gbemani, qui était un cuisinier dans la maison d'un ancien procureur belge. Et sa maman, Madeleine Yemo, c'était des personnes de conditions modestes. Et ensuite, vous savez que 8 ans après sa naissance, il perd son père ici à Kinshasa. Et ensuite, la famille est obligée de retourner à Mbandaka. Et puis, finalement, il s'est fait qu'à l'âge de 19 ans, suite à une indiscipline constatée par, à l'époque, des prêtres belges, celui-ci sera incorporé dans l'armée. Contre son gré, contre sa volonté, eh bien, il s'est engagé dans l'armée pour un terme de 7 ans. Et après 7 ans, cette année de service, il retournera à sa passion qui est en fait le journalisme parce qu'il écrivait déjà même dans l'armée. Et ensuite en 1958, donc ça sera la rencontre avec Patrice Emery Lumumba, l'ancien Premier ministre, le héros national, et dont il deviendra un des proches collaborateurs jusqu'à la table ronde et jusqu'à la proclamation de l'indépendance. Et en fait, c'est une ascension étape par étape, donc il n'est pas sorti de l'ordinaire en fait. Bref, c'est quelqu'un qui avait une vie tout à fait normale. Rien ne le prédestinait à
aux grandes charges qu'il a assumées. Et puis finalement, par un grand concours de circonstances, de destin, et moi je dis que c'est la main de Dieu qui était déçue, et finalement jusqu'à devenir président et à devenir ce que vous avez connu, donc le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga, paix à son âme. Alors, militaire, journaliste, écrivain, politique, quel est l'aspect de votre père qui vous intéresse, vous, le plus? Vous savez, tous les aspects de mon père m'intéressent beaucoup parce que je pense que tout ça a contribué à l'édification de la personne en elle-même. Parce que c'était une personne qui aimait écrire, qui aimait lire. Il est devenu journaliste, il a écrit sur l'indépendance, il a écrit sur les mouvements, des mouvements d'émancipation. Il a écrit sur Lumumba, il a écrit sur Kimbangu. Et ensuite, il embrasse une carrière militaire. Et vous savez, tout de suite après l'indépendance, il y a la mutinerie qui intervient. Il devait déjà, c'était en fait le premier au fait d'armes. Il devait d'abord essayer d'éteindre cette mutinerie qui allait du fait que les Belges étaient des officiers dans l'armée et qu'il n'y avait aucun Congolais qui pouvait assumer cette charge. Finalement, il fallait remonter le moral des soldats. Ensuite, il y a eu la grande rébellion des années 60 jusqu'en 64 où il a dû combattre toutes les rébellions. Bref, c'est quelqu'un qui n'a eu que Dieu et son courage en fait, pour les hisser là où il est devenu. Parce qu'en fait, on ne devient pas quelqu'un par hasard. Je crois qu'il y a une succession de parcours et ben voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, toutes les étapes de sa vie m'intéressent. Si il vous a été demandé d'être maréchal feu votre père, vous serez qui dans la vie? Oh, vous savez, d'abord, la question que vous me posez, je me trouve tellement en condition modeste. Je pense vous n'êtes pas si modeste que le début de votre père. Écoutez, la personne en elle-même, j'ai toujours voulu appuyer cela. Okay. C'est quelqu'un qui, c'est un baobab, c'est comme qui dirait un éléphant. Et lorsque vous avez un éléphant, et même lorsque vous l'abattez, vous savez, il est difficile de consommer cette chair en une seule fois. Et une seule famille ne peut pas arriver à consommer cette chair. Donc, chacun de nous doit tirer un petit morceau. Et je crois que c'est ça la personne, l'héritage même du maréchal Mobutu. Donc, chacun de nous a quelque chose à épuiser. Et ce serait prétentieux de ma part, même du fait que je sois un de ses descendants, d'être en mesure d'assumer toutes les charges qu'il a assumées et être ici à sa hauteur, c'est-à-dire sa stature est quelque chose de presque inatteignable et je crois que nous allons progressivement vers cela et humblement, je pense que je n'en suis pas encore à un niveau quelconque, donc écoutez, c'est une question difficile. 20 ans après sa disparition, vous pouvez dresser un bilan sur le plan économique, social, mais aussi politique de la gestion de Mobutu, la gestion du Zaïre. Vous savez, le bilan, il est à la fois mitigé, il est à la fois, je peux dire, un peu falsifié, un peu, il y a un mélange de vérité, il y a un mélange de mensonges, d'intoxication, bref. Nous savons que le Zaïre au départ, au début des années 70, le Zaïre était un pays prospère. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, entreprises par le maréchal Mobutu, et que ce soit dans les domaines du commerce, que ce soit dans les domaines de l'aviation, que ce soit dans la révolution culturelle en elle-même, que ce soit dans l'idéologie, dans le civisme, en matière économique, quand on parlait d'un dollar qui équivalait, un Zaïre qui équivalait 2 $. On a eu les booms économiques avec le marché du cuivre. On a eu la construction de plusieurs monuments, de plusieurs infrastructures qui restent d'actualité. On continue à les utiliser comme héritage. Nous avons l'unité nationale qui est le socle même de la nation, l'identité zaïroise. Vous savez, l'héritage il est tellement immense qu'il me faudrait peut-être beaucoup plus de temps et je crains fort de ne focaliser cette émission que sur cette citation de ce que je peux appeler comme héritage. Mais en fait, le bilan, si on doit revenir là-dessus, 20 années après, nous pensons que loin de redécoller ou de repartir, nous avons énormément pris des retards et nous avons même régressé sur un certain nombre de points.
Et je crois que nous devons être honnêtes pour les reconnaître. Alors, vous savez qu'un enfant a du mal à dire du mal de son père. Naturellement. Quels ont été les défauts de votre papa? Les défauts de mon père, c'est qu'il était un peu trop crédule, c'est-à-dire, je pense, un peu trop ouvert. Il écoutait beaucoup. Et je pense qu'il était d'un côté sentimental aussi, si on doit qualifier ça comme étant des défauts. Mais je pense qu'il a eu confiance en des personnes dans lesquelles il s'est investi, qu'il a lui-même formé et qu'il a aidé à devenir, comme on dit, des références au niveau de l'Afrique, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la vie civile, que ce soit même, enfin bref, dans tous les domaines. Il a créé une nation, il a créé des identités et bref, il a un peu trop fait confiance en ses conseillers, en ses personnes, plutôt que parfois en analysant profondément certaines questions qui lui auraient donné de l'avantage pour juger de ce qui arrivait. Vous comprendrez aisément que lorsqu'il avait confié l'armée à quelqu'un, il pensait que cette personne pouvait être en mesure de donner le meilleur de lui-même, mais hélas, hélas. Alors, vous portez le nom de votre père, Mobutu, comme papa. Son visage vous trahit à chaque sortie publique. Avez-vous le même défaut que lui? Je vous trouve entouré de jeunes. Bon, vous savez, les défauts. Jeunes qui également vous accompagnent. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs avoir une chance d'avoir tous ces jeunes qui m'accompagnent. Et c'est des personnes vraiment très motivées, des personnes très engagées. Ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est qu'un échantillon d'ailleurs. Qui sont disponibles pour cette émission. Parler de ses propres défauts, je pense qu'il est difficile. C'est vrai, on se regarde dans le miroir et la conscience en elle-même, c'est déjà, comme on dit, le premier moniteur pour comprendre si on est dans les vrais ou dans les faux. Mais parlant de mes défauts, j'en ai certainement. Et pas les mêmes que votre père. Bon, les mêmes que mon père, bon, à quelques exceptions près peut-être. Mais encore mais moi je vous dis devant caméra, un de vos points négatifs. Vous supportez l'écouter en plein caméra. Ça se passe, ça ne vient pas de moi, ça vient du public qui me voit en train de réaliser des émissions avec vous. On dit que vous êtes très fermé, le grand public a besoin de vous rencontrer, de vous voir. On est tout le temps dérangé après des numéros d'émissions avec vous. Nous et vos collaborateurs, bien sûr. Bon, à cette question, écoutez, je ne vais pas donner une opinion. J'essaie de faire du mieux que je le peux. Je suis très ouvert, d'ailleurs, au contraire. Mais certainement que les gens qui doivent me rencontrer doivent peut-être respecter un certain nombre de protocoles. Vous savez, ce n'est pas facile. J'ai aussi une vie simple, j'ai un travail. J'ai une famille et je dois faire un peu l'équilibre entre cela. Et vous savez, comme nous tous, nous avons 24 heures dans la journée. Il faut se reposer. Et je ne dis pas qu'il faut se reposer, mais il faut chaque chose à son temps. Et vous savez, bon, pour ceux qui veulent me rencontrer, s'ils sont alignés à la 10e position, à la 20e, ils finiront un jour par me rencontrer. Et voilà, déjà, cette émission est une façon d'aller vers eux. Et voilà, c'est à bras ouverts que je suis disposé à accueillir tout le monde. Alors, le monde entier vous suit. Monsieur Mobutu, vous avez dit du bien de votre père, mais vous savez que beaucoup disent également du mal de lui. Ma question est celle de savoir, qu'est-ce qui a contribué à la destruction de l'image de feu maréchal Mobutu Kukungwendu, Seseseko Kukungwendu Azabanga? Je pense que ce qui a contribué, il y a des faits historiques qui sont peut-être des erreurs, vous comprendrez. Nous devons avoir la conscience de les reconnaître. Le premier fait de grande ampleur, c'est la pendaison publique, puisqu'on a créé la terreur. On fait allusion à cela, mais écoutez, comprenez que tous les hommes d'État, c'est des humains d'abord. Au-delà de tout ça, il y a des décisions qui ne sont pas prises en personne, mais qui sont les faits d'une certaine influence des conseillers, des agents des renseignements, des puissances étrangères. On est au cœur de tous ces conglomérats de personnes qui veulent avoir de l'influence auprès du chef. Et vous savez, les pressions qu'a un chef n'ont rien à voir avec celui d'un homme ordinaire. Et il faut parfois manœuvrer à peine pour se sortir de certaines situations. Et parfois, bon, il y a des erreurs de jugement. Et cela peut aussi contribuer à ternir l'image d'une personne, et surtout d'un chef.
Bon, on parle de la corruption, mais écoutez, la corruption, elle était généralisée. Je crois qu'elle continue d'ailleurs, ce qui est un antivaleur. Et je pense que quand on parle de la personne de Mobutu, je pense qu'on fait un amalgame entre le régime Mobutu, la personne en elle-même, parce qu'au fond, je ne pense pas qu'il était aussi mauvais qu'il est dépeint dans les émissions, dans des journaux, les gens ont écrit sur lui. Il y a eu aussi le fait de ces prises de position qui n'étaient pas acceptées de tous. Il fallait faire l'équilibre entre les puissances et tout ça, être au cœur du jeu. Et je pense que c'est, comme on dit, lui-même aimait le dire, plus un arbre monte haut, plus il attrape le vent. Il était monté très haut, le maréchal du Zaïre. Hélas, l'histoire ne peut pas être changée. Tout à fait. Lorsque vous circulez ici à Kinshasa, vous souffrez de cela? Souffrez dans le sens où vos apparitions rappellent feu votre père, le bien. Il y a beaucoup de bien. J'ai rencontré plein de gens avant cette émission qui m'ont parlé de votre père. Le bien, mais aussi ceux entre guillemets qui partent du mal sans avoir vécu bien sûr avec lui. Comment vous réagissez face à cela? Vous savez, j'ai le plaisir d'abord de vous dire qu'en me promenant, je rencontre plus de bien que de mal. Les gens parlent beaucoup plus de bien. Je pense que c'est par souvenir. Les gens se rendent peut-être compte qu'ils ont fait un mauvais jugement sur la personne. Les 20 années qui suivent, nous savons qu'il nous manque à tous. Et pour un certain nombre de choses, nous pensons qu'il aurait été, s'il était encore là, il aurait été vraiment de grande utilité pour la nation. Il aurait été vraiment efficace. Mais encore une fois, j'aime à le dire, le cimetière est rempli de personnes indispensables. Donc ça veut dire que personne n'est indispensable. Dieu a prévu qu'il ait une naissance et qu'il ait une mort, peu importe la façon dont il a quitté la terre. Je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est sur ça qu'on doit les juger. Mais je rencontre beaucoup plus d'opinions favorables. Les gens m'encouragent. Je rencontre des personnes qui pleurent, qui ne savent pas cacher leurs émotions. Des gens sont émus aux larmes. Et des critiques, il y en a. C'est pourquoi parfois vous vous camouflez. Moi, je vous ai vu en chapeau, hein, écoutez, dans un véhicule. Moi-même, je ne vous ai pas reconnu. Écoutez, vous savez, parfois... C'est pour des raisons sécuritaires? C'est pas mauvais de le dire devant la caméra. Vous savez, je ne vous le dirai pas, je ne répondrai pas à cette question. D'accord, je vous le conseille. Je préfère le garder pour moi-même, vous comprendrez pourquoi. Mais au moins, parfois, il n'est toujours pas nécessaire. Nous avons une vie privée aussi. Nous avons... vous voulez passer inaperçu quelquefois. Je suis un homme ordinaire d'abord avant tout. Je suis un homme ordinaire, je n'ai rien de spécial. Spécial peut-être par le fait que je sois le fils d'un ancien président, mais est-ce un statut? Ce n'est pas un statut. Je suis un citoyen ordinaire, j'aime mon pays, je vis dans mon pays. Et quand il m'arrive de voyager, de circuler, et ainsi de suite, bon, je préfère vivre moi-même plutôt que d'avoir cette identité. C'est pourquoi vous comprendrez que parfois, je suis peut-être discret sur un certain nombre de faits et de choses. Et ça, c'est très important, je crois, pour la vie de quelqu'un. Alors, dites-nous quelque chose, ça c'est pas un secret, vous êtes un politicien comme votre père, vous êtes le président des Nations Unies pour la paix. Quelqu'un m'a posé une question après une des émissions que j'ai eues avec vous, il dit est-ce que s'il accédait au pouvoir, ça c'est la personne qui pose la question, on craint qu'il soit dictateur, voilà, comme son père. Bon, vous savez... Vous pouvez rassurer la personne. Vous savez, au départ, la dictature, même dans ses racines romaines, la dictature, en fait, c'est quelqu'un auquel on faisait appel, un général, généralement, de l'armée, lorsque les institutions se trouvaient en ballottement, il y avait des disputes, il y avait des mésententes. On prenait quelqu'un qui assurait cette espèce de régence, ces moments de transition, et c'est ça qu'on appelait la dictature. La dictature, en fait, ce n'est pas assimilable un peu à ce qu'on appelle comme la tyrannie. Je ne suis pas en train de faire l'amalgame ou encore moins de la politique malsaine. Mais dictateur, c'est quoi? Est-ce que c'était le fait qu'il voulait travailler pour l'unité nationale et les moments s'y prêtaient? Parce que vous savez, pour faire de ce pays une nation, il fallait d'abord aller par plusieurs réformes. Il fallait essayer de remettre un peu de l'ordre dans cette maison qui était le Congo. Et je pense que c'est le travail qu'il a fait. Bon, plus tard, évidemment,
Je pense que vous faites allusion à la MOPAP, au fait que les gens dansaient, il y avait la sécurité et tout ça. Mais Et croyez-moi, aussi le fait qu'il considérait le Zaïre comme sa parcelle. même dans des pays dits démocratiques, je vous donne l'exemple de la première puissance mondiale, les États-Unis. Pensez-vous que le président, même pendant son mandat, il n'est pas dictateur? Donc vous serez dictateur. Je serai dictateur, pas la façon dont les gens pensent, mais je pense que si je suis un homme de charisme, un homme déterminé, un homme qui aime profondément mon pays, si à ce titre je suis appelé dictateur, j'accepterai cela avec bienveillance. Mais encore une fois, moi je suis attaché à la démocratie, mais encore une fois, il faut qu'on définisse cette démocratie. Parce que nous, dans ces pays, la culture africaine, c'est la palabre, le respect du chef, le respect de la personne, de l'autorité du chef. Et je crois que ça, ce sont des choses qui sont non négociables. Nous ne devons pas faire un amalgame. Nous avons l'importation occidentale qui ne nous a pas été bien expliquée. On voit un chef qui passe là. Ça, c'est l'authenticité, c'est la zaïrianisation. Je crois qu'il y a un certain nombre de valeurs que nous devons puiser dans notre culture africaine. Je pense que le chef était entouré d'un conseil des sages, mais c'était une forme de démocratie parce qu'en fait, il passait son temps à écouter. Et ce sont ces gens-là qui rapportaient au chef ce qu'ils entendaient. Et le conseil était là pour conseiller les chefs pour qu'ils aillent dans la voie de ce que le pensait le peuple. En fait, encore une fois, nous devons revoir cette terminologie. Mais écoutez, je vous rassure que je suis profondément attaché aux libertés, aux valeurs essentielles. Je préfère ne pas parler de démocratie, mais je préfère parler de liberté. Je préfère parler d'unité, je préfère parler de la paix, de la concorde nationale. Bref, voilà. Alors, j'ai rencontré des images inédites, des images où Feu Maréchal, votre père, dirige un conseil de ministres dans un bateau flottant en lingala. Et pourtant, la langue de travail, c'était le français. Vous voyez là où la dictature amène. Est-ce que cela est symbolique pour vous? Non, je pense que vous devez interpréter les images, les remettre dans leur contexte. Et ces images, c'est la même année où vous êtes venu au monde? Oui, tout à fait, effectivement. Donc, ces images ont été tournées dans les années 70, en 75. Donc, vous comprendrez aisément que c'est le moment où je venais au monde. Et il était jeune, il était à peu près comme vous. Hein, quand on regarde à la télé, Je vous laisse le loisir d'apprécier cela. Mais un conseil de ministre en lingala, oui, un conseil de ministre. Je pense qu'un conseil des ministres n'a rien à voir avec une assemblée générale où on a des gens qui n'ont rien à voir avec le secret du gouvernement ou le secret du pays. Parce que je pense que le contexte, c'était qu'il y avait des journalistes étrangers. Et je pense qu'il était malséant de tenir un conseil des ministres dans une langue qu'ils comprennent, parce qu'en fait, cela relève du secret d'État. Et je pense que je peux expliquer ça dans ces contextes. Alors, donc, ça n'a rien à voir avec la dictature. Petite question, est-ce que votre père souhaitait-il être enterré à l'étranger? Non. Il est toujours au Maroc, hein? Il est toujours au Maroc, je rappelle, 20 ans après. Et d'ailleurs, l'affiche telle que nous le voyons là n'émeut réellement que celui qu'on oublie. C'est malheureux. Je pense que de son vivant, il n'aurait jamais bradé le fait d'être enterré sur sa terre. Je pense même, ce n'est pas que je pense, il existe une dernière volonté. Et sa dernière volonté, je crois qu'elle ne doit pas être interprétée autrement que son souci d'être enterré dans son pays. Et je pense que nous devons y travailler sincèrement. C'est ici l'occasion de rappeler que nous devons y réfléchir. Que ce soit la famille, que ce soit le gouvernement, nous devons faire quelque chose pour ces grands messieurs, pour ces grands citoyens, pour ces grands patriotes. Et c'est un appel que je lance à tous. Dépassons nos querelles, dépassons tout ce que nous pensons, être comme des avis et réfléchissons réellement sur le sens moral d'avoir un être aussi immense pour le pays, enterré en dehors. Le même cas, il est exponentiel. On peut parler du cas de Feu Étienne Tshisekedi, du Feu le Premier ministre Tchombe, mais c'est une honte pour le pays. Tant que nous avons ces gens qui reposent à l'étranger, nous sommes obligés de payer. Écoutez-moi, nous sommes obligés de prendre un visa pour aller nous incliner devant la tombe de celui que nous avons aimé, celui que nous avons respecté. Vous pensez que ça, c'est de l'honneur pour le pays? C'est une honte. Qu'avez-vous fait? Que comptez-vous faire pour rapatrier le corps de votre père? Je me bats à ma manière. Je n'ai pas les moyens, que ce soit financier, que ce soit matériel.
je n'ai pas de l'influence, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas à côté du chef. J'essaie de parler comme un citoyen et ma voix, aussi petite qu'elle soit, je pense qu'elle atteindra les oreilles des décideurs. Et c'est aussi un appel à la famille. Écoutez, mobilisons-nous, dépassons nos querelles, essayons d'honorer la mémoire de ces grands hommes. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans. Je sais que probablement il se passera quelque chose au Maroc, sur une terre étrangère. Vous pensez que ce soit juste? Oui. Travaillons pour l'unité de notre pays, dépassons nos querelles. Et évidemment, il y a des choses qui sont inacceptables actuellement, qui se passent au pays. Mais je pense que si nous pouvons aussi faire porter notre voix, ce serait dans le sens de faire en sorte qu'un jour, feu le maréchal Mobutu soit rapatrié, qu'il soit réhabilité, qu'il soit reconnu dans son œuvre, dans son rang, qu'il soit décoré s'il le faut, et puis qu'on lui réserve une tombe, une sépulture devant laquelle tous les citoyens viendront lui rendre hommage parce que je pense qu'il mérite cela. Alors, nous allons très vite regarder certaines images. Je suis allé à la rencontre du commandant Ilunga Mikanda, le commandant Pachar. J'ai posé la question, monsieur, vous étiez pilote militaire ou pilote civil? Il m'a précisé, monsieur le journaliste, je suis un civil. Il a piloté Mobutu aux Nations Unies, chez Kadhafi, en Chine. Il nous relate une expérience profonde de ce qu'il a vécu à côté de Mobutu, qui rigolait avec eux, qui ne s'est promené que du côté du commandement. Il n'aimait pas être du côté de passagers. Il était vraiment avec eux. Je laisse aux téléspectateurs le soin de regarder. Nous avons vu que c'était un président très très fier de lui, très déterminé, car nous ayant découvert, alors qu'il ne s'attendait pas du tout à avoir des pilotes congolais dans ce pays, il a, à partir de ce moment-là, il a décidé non seulement de nous accompagner dans la tâche que nous faisions, mais il s'est mis à notre, disons pratiquement, nous pouvons dire, à notre écoute sur tout ce que nous faisons pour pouvoir ne fût-ce que faire avancer l'aviation civile en République du Zaïre à l'époque. Mobutu s'est d'abord senti interpellé du fait que jamais il ne croyait pas qu'on pouvait avoir des pilotes congolais ici, alors qu'on leur disait toujours dans le temps que les Noirs ne pouvaient pas de toute façon piloter les avions. Nous ayant découvert, Mobutu a pris son courage à deux mains pour nous faire accepter au sein de la compagnie nationale où il y avait parfois des hésitations de la part des expatriés que nous avions, mais il en a fait vraiment une affaire à lui. Donc avoir des pilotes congolais dans son pays était une affaire à lui personnellement. Alors il s'est dit, j'ai continué avec vous jusqu'au bout. De là, il a démontré qu'effectivement, non seulement il avait des pilotes congolais, mais il s'est dit, je vais quand même faire avancer une compagnie nationale qui est la compagnie nationale Air Congo, Air Zaïre, qu'aujourd'hui on a transformé en LAC. C'est vrai, il a démontré par tous les moyens qu'on pouvait, pour un grand pays comme le Congo, on devait absolument avoir une compagnie nationale digne de ce nom, et il en était fier, à tel point que partout il allait avec nous, ce n'était pas seulement pour voler et faire des vols normaux comme nous faisions, mais c'était surtout pour démontrer et à ses pairs, présidents des républiques, soit européens ou bien étrangers, ou bien africains, il voulait absolument démontrer que au Congo, non seulement on a une compagnie nationale, mais cette compagnie nationale était pilotée par des enfants du pays, chose qu'on ne pouvait pas de façon imaginer. C'est ainsi que Mobutu a commandé des avions, en commençant par les petits porteurs, des caravelles, des DC-8, jusqu'en DC-10, où d'ailleurs il hésitait, croyant peut-être que nous n'allions pas du tout piloter, mais lorsque nous lui avons assuré qu'on pouvait le faire, il a vu que nous pouvions tout piloter. Et nous avions piloté. Mobutu
en était tellement fier que non seulement il a démontré que lui, en tant que chef de l'État, il pouvait nous impulser, mais il voulait que cela continue après lui, avec tous les autres PDG ou tous les autres responsables qui viendraient dans cette compagnie pour faire valoriser la compagnie nationale et la supporter jusqu'au bout. Malheureusement, vous voyez ce rêve-là, un grand rêve, aujourd'hui, il est pratiquement tombé à zéro. Bien, des images qui font beaucoup d'émotions. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens hors caméra. Le commandant Pachar m'a dit beaucoup de choses que je garde bien sûr pour moi. Une bibliothèque vivante. Est-ce que vous avez des bons rapports avec lui, ces messieurs que j'ai interrogés? Vous savez, je n'ai que de l'admiration pour le commandant Ilunga Mikanda qui a été immortalisé dans une chanson, je crois que c'est Zibola, de Pepe Ndombe. Et c'était pratiquement l'un des 2 premiers pilotes noirs africains à être aux commandes d'un avion en réaction. Et Kadhafi, le président libyen, était très étonné. Parce que nous étions le premier à acquérir 2 DC-10. Le voyage en Chine, pour la première fois, les Chinois venaient de voir un avion de cette grandeur atterrir en Chine. C'était en 1973. Il a rencontré le président Mao. Il a été en Corée du Nord. Il a été en Arabie Saoudite. Il a été dans plusieurs pays dans le monde. Vous savez, et même, comme vous le dites, le guide de la grande Jamaïria arabe libyenne populaire et démocratique, donc en fait le guide libyen Muammar Kadhafi, paix à son âme, qui fut impressionné du fait que tous les passagers étaient tous des les Zaïrois. passagers et surtout l'équipage. L'équipage était zaïrois. Et ça, c'était une fierté nationale parce qu'ils se disaient non, c'est des noirs américains. Mais le maréchal était heureux de demander au pilote qui était le commandant Ilunga, il dit déclinez votre identité, donnez le nom de votre père, donnez le nom de votre village et dites-lui que vous êtes zaïrois aux commandes d'un DC-10. Il était impressionné. Et il y a autant d'anecdotes, il y a autant de vérités que je trouve dans ses papas. Il me conseille beaucoup, c'est un baobab. Et vous savez, ça en fait la nostalgie lorsque vous êtes en face de celui qui a piloté non seulement feu votre père, mais toute la famille royale, Ali, le boxeur, Mohamed Ali, Foreman, tout ce monde. Ça vous fait quoi? Vous savez, lorsque je suis en face de ces personnes, je me trouve tellement petit, je me trouve tellement insignifiant. Vous savez, c'est des légendes vivantes. Et il n'y a pas que lui, il y a le commandant Diasoloa, que je salue, qui se trouve à Bruxelles actuellement, que je salue. Et il y a autant de personnes comme ça qui ont travaillé. Il y a notamment une hôtesse de l'air, Madame Tara. Et j'ai compati à la peine qui la touche parce que son père a connu un accident. Et de là où elle est, je la salue. Et évidemment, donc, c'est des personnes comme ça, ressources. Je pense que le pays devrait en profiter. Et nous ne devons pas laisser mourir dans l'absolue méconnaissance des personnes qui ont servi cette nation avec autant d'engagement, avec autant d'amour, avec autant de patriotisme. Vous savez, je suis ému chaque fois que je le rencontre et il a toujours une belle histoire à me raconter. Lui-même était ému lorsqu'il m'a vu, la ressemblance, évidemment, vous savez, c'est comme on dit des souvenirs comme ça qu'on se rappelle. Mais c'est un papa que je respecte et que j'admire beaucoup. Alors, vous nous avez amené beaucoup de traits dans le ciel, surtout qu'on est monté en avion. Je vous propose d'atterrir, revenons à Kinshasa, regardons la scène politique congolaise. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui fragilise la nation, à votre avis? Vous savez, ce qui fragilise la nation, c'est le parti pris et les intérêts personnels. Les intérêts personnels, je veux dire quoi? Nous fédérons nos idées, nous fédérons nos opinions autour des personnes plutôt qu'autour du réel intérêt d'avoir un pays uni, d'avoir un pays soudé, une nation. En fait, nous avons perdu le contexte où ce concept des nations, de la volonté de vivre ensemble. Nous ne nous supportons pas. Nous nous haïssons.
sans juste cause. Il y a des conflits interethniques, il y a une lutte d'influence, une lutte de positionnement. Même lorsque nous avons des dialogues, nous avons des conclaves, nous avons des conciliabules, les gens essayent de tirer le drap de leur côté. Mais écoutez, assez 20 ans après, nous sommes tombés bas. Vous pensez que le Zaïre, c'est qu'il était? Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo peut prétendre? Nous sommes derniers sur toutes les listes. Et vous savez, je ne sais pas dans quel domaine nous pouvons peut-être... je suis patriote. Mais dans quel domaine vraiment nous pouvons nous situer? Dans quel domaine nous excellons? Faisons un bilan. Mais à l'époque, en matière de sport, nous avons gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons invité les grands boxeurs Ali ici. Nous avons eu des grandes réalisations. Nous sommes allés même à la conquête de l'espace. C'était un début. Nous avions eu une flotte aérienne de plusieurs avions qui a atteint jusqu'à 25 avions, je vous signale. Nous étions une des premières compagnies. Nous avions la compagnie maritime. Nous étions premiers en art. Nous étions premiers dans beaucoup de domaines. Des précurseurs. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? À cause de nos querelles. Nous tenons des dialogues. Vous savez, en matière de dialogue, le dialogue doit continuer. Le dialogue ne s'arrêtera pas dans ces pays parce que ça fait partie de notre culture. Mais encore faut-il que nous ayons cette volonté de parler, de bâtir et d'unir. Imaginez un peu que tous les partis politiques que nous avons ici, si nous étions en mesure de nous fédérer, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité, mais écoutez, nous serions une force comme il en existe ailleurs. Mais aujourd'hui, les hommes politiques ne sont même pas capables de s'accorder sur un sujet. Je vous donne un exemple récent. J'apprenais que notre gouvernement venait de décider sur une question, je préfère la terre. C'était une question des mœurs. On pensait qu'il fallait qu'on prenne une décision contre ces mœurs qui viennent de l'étranger. Je ne vais pas les citer, vous comprendrez pourquoi je suis politicien. Il y a tout, je ne peux pas tout dire ici devant le plateau, mais j'ai accueilli avec satisfaction une décision du gouvernement. Et je crois que sur des questions fondamentales qui touchent à la nation, à l'unité nationale, à la paix, au patriotisme, je dirais, c'est comme on dit, des questions non négociables. Nous devons nous mettre d'accord. Ce n'est pas la pensée unique, mais la capacité de nous surmonter, la capacité de trouver les justes milieux et l'équilibre. N'attendons pas que ça vienne de l'extérieur. La solution est ici, sur la terre de nos ancêtres. Réunissons ici. Au pouvoir, je demande une sorte de dépassement de soi en essayant d'ouvrir les champs des discussions, les champs politiques, en rendant les choses beaucoup plus aisées pour les nationaux. À ceux qui sont dans l'opposition, respectez les institutions et soyez en discussion permanente. S'ils ne vous écoutent pas aujourd'hui, ils vous écouteront certainement demain. Et je crois que quelque chose qui est répété, on finit toujours par trouver une solution. Mais le gouvernement aujourd'hui, s'il essaye peut-être d'essayer de se circonscrire, c'est qu'il y a aussi les intérêts. Il s'est dit, bon, est-ce que les gens... Je ne défends pas un parti contre, une partie contre une autre partie, mais je suis sidéré de voir que nous ne sommes même pas une nation. Il y a trop de divisions parmi nous. Trop de divisions. Alors, 20 ans après, vous êtes politique. Que comptez-vous faire pour poursuivre l'œuvre de votre père? Est-ce que vous êtes déjà sorti de cette vision-là? Nous sommes à la fin de cet entretien. On vous suit en Mbandaka où a évolué votre papa, au Maroc où il repose encore, comme partout dans le monde. Dites-nous, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut relever de bien? Est-ce que vous êtes prêt à vous tenir et mener à bien, poursuivre son combat? Je suis une personne qui croit en mon pays. Je suis une personne simple qui est attachée à l'idéal de l'unité nationale, de la paix et du développement. Les personnes qui sont derrière moi ici, ce n'est pas que de la figuration, mais c'est des gens qui sont convaincus. Pour certains, ils sont nés à l'époque du maréchal Mobutu, d'autres peut-être un peu plus tard, mais ça ne leur enlève en rien le fait qu'ils veulent poursuivre dans cette œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de célébrer cet homme, c'est à travers les hauts faits, à travers ses réalisations, l'unité nationale, l'amour pour son pays,
la fierté nationale, l'authenticité, ce souci de grandeur, c'est autant de facteurs que nous sommes en train de poursuivre au sein de notre parti politique qui est NUP, donc Nations Unies pour la paix. Donc nous sommes résolument attachés à la paix. Nous voulons recréer un Congo nouveau, mais partant des fondamentaux, des choses qui nous ont réunis. Il y a attiré dans chacune des époques de notre pays, dans chacune des étapes, des choses qui sont importantes pour notre unité. Nous avons un peu attiré de Lumumba, nous avons un peu attiré de Laurent Désiré Kabila, nous avons un peu attiré du maréchal Mobutu et certainement de l'actuel président de la République et de toutes les pensées qui aident à construire ce pays. Nous avons aussi l'héritage de Feu Étienne Tshisekedi, nous avons bien d'autres personnalités, mais essayons d'épuiser les meilleurs de toutes ces personnes et construisons une nation au cœur de l'Afrique. Une nation prospère, une nation puissante, en rendant hommage à nos pères fondateurs, entre autres le maréchal Mobutu, Sese Seko, Kukungwendu, Wazabanga. Je ne sais pas lequel des slogans nous pouvons... Je demande à... Vous êtes fort en slogan. Balancez-nous un slogan, s'il vous plaît. Oui. Moko. 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 L'entretien est complètement terminé. Un dernier mot, certains aspects de choses, peut-être que je n'ai pas pu relever dans mes questions. Vous avez la parole et on se quitte. Vous savez, je rends hommage à nos pères fondateurs. Le père fondateur du MPR. Pas fondateur du MPR, mais fondateur de la nation congolaise. Ils sont plusieurs et nous avons fait le président Kasavubu. Nous avons fait le maréchal Mobutu, nous avons fait Laurent Désiré Kabila, nous avons fait Patrice Emery Lumumba et tant d'autres à qui je rends hommage. Je pense que la nature a si bien fait les choses. Ils n'étaient pas tous de la même province, ni du même bord politique. Chacun avait ses idées, mais chacun d'eux a apporté quelque chose à la substance qui est notre nation aujourd'hui, dont nous devons être fiers. Nous devons être fiers de commémorer des événements heureux de ces pays, de célébrer ces personnes. Nous devons avoir une journée dans les calendriers dédiés. Vous plaidez pour un jour où on commémore la disparition de votre père. Tout à fait. Autant que pour d'autres, comme on peut célébrer le président Kasavubu, personne ne connaît la date de son décès. Et c'est sidérant. Le maréchal Mobutu, c'est à peine si nous essayons de raviver sa mémoire. Il y a bien d'autres personnes, il y a Lumumba, il y a bien d'autres personnes. Vous savez, on doit même écrire l'histoire de la RDC pour enseigner aux enfants. Enseigner aux enfants, j'invite le ministère qui a en charge la nouvelle citoyenneté, j'invite les historiens, j'invite les sociologues, les anthropologues et tous les restes d'essayer de construire cette nation autour des vraies valeurs qui doivent être transmises aux générations futures, enseignées. Aujourd'hui, même mes propres enfants, c'est à peine s'ils connaissent Feu Mobutu, j'essaie de leur enseigner du mieux que je peux qui il était, qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays. Et je crois que chacun de nous devrait en faire autant pour le président Kasavubu et pour bien d'autres. L'histoire doit être enseignée, nous devons célébrer nos héros. Voilà. Cet entretien est terminé. Merci d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de 20 années de disparition de Feu, votre père. Maréchal Mobutu, je crois que vous restez ouvert à nos invitations. Tout à fait, je suis très disposé et ce 7, en fait, le 7 septembre 2017, ça fera 20 ans que le maréchal Mobutu nous a quittés. Paix à son âme, rappelons-nous de ces grands hommes, de ces réalisations, corrigeons ce que les autres ont voulu donner comme image de lui et rappelons-nous les bienfaits, les services loyaux rendus à ces pays. Je crois que ça nous grandira et nous arriverons à dépasser nos clivages sans reconnaissance. Voilà. Beaucoup de surprises au cours de nos prochains numéros. Mesdames, Messieurs, l'office de Mobutu, Mobutu Kitoko Zetiko, lui a promis de revenir au cours de cette émission. Je vous quitte déjà. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.